lorsque tel membre de la famille présidentielle a épousé un Rwandais ou une Rwandaise, une Quinoise ou un Quinois, les fonds transférés là-bas, les déclarations se font, j'espère, dans ce pays-là, mais il n'y a pas le fisc congolais qui confirme les sommes. Les commerçants libanais, ouest-africains, syriens qui sont chez nous, dites-moi dans quelle banque congolaise ils font les dépôts de leurs recettes journalières. Où vont, où va cet argent eh bien, ça reste, semble-t-il, dans leur maison. Et après, c'est transféré dans quelle banque? C'est sûr qu'ils sortent avec. Ben, Donc, comme il n'y a probablement. pas... Pardon? Non, mais probablement, j'allais dire qu'on devrait Voilà, donc c'est passer ça. à... Et donc, les mariages, c'est une manière pour le pouvoir de sortir l'argent facilement sans courir le risque que cet argent soit récupéré par les États où ils les mettent. Parce que ceux qui détiennent les comptes bancaires dans ces pays-là sont les autochtones, j'ai envie de dire, les personnes originaires de ces pays-là. Je suis marié à une Ivoirienne ou à un Ivoirien, c'est lui qui détient les comptes, c'est les comptes du couple En sorte, vous et êtes qui en sont train de parler alimentés. des mariages sans conviction. On y va parce qu'il y a d'autres intérêts, comme vous venez d'expliquer, pour faire, en fait, favoriser l'évasion Mais financière. ça, on le saura quand ça ne sera plus au pouvoir. On verra combien de mariages. Nous, on peut commencer dans- déjà à réfléchir Mais, autour, hein. Il y a des éléments mais qui nous permettent. souvenez-vous de la fille qui vivait une romance avec un Ivoirien. À peine il a donné 1,5 milliard de francs CFA à cet Ivoirien, le mec a disparu. Et je vous ai dit, 1,5 milliard, on a pratiquement 2 raffineries. C'est elle qui a donné l'information. C'est lui qui me doit, tu le connais bien. Alors, il me doit 1,5 milliard. Nous, on veut qu'il sorte de sa cachette. Nous, on utilise le tribunal avec l'assistance de la ministre. Papa, qu'on leur fasse rien, c'est Khan qu'on doit arrêter. Lui, il sort pas de sa cachette et vous voulez que je me suicide seulement. Non, ça va, ça va. Ça va, maman, ça va. Qu'on leur fasse rien. D'accord. Non, il n'y a rien. Ce sont mes enfants, on ne peut rien faire. Moi, ils m'expliquent et tout. Il n'y a rien, on ne peut rien faire leur faire, ok? Je lui Oui. demande quand même de me rendre mon argent que je l'avais prêté. Et quand on lui pose la question, mais tu lui as prêté combien? Elle dit 1,5 milliard de francs CFA. Mon Dieu. Mais curieusement, le parquet de Brazzaville ne s'est jamais autosaisi sur cette affaire. Et ça me rappelle aussi le milliard qu'on avait donné à l'ancien président du Parlement gabonais, hein, Zubadama. Ça vous dit quelque chose? Samedi à 16h, Guinzo Bandama arrive à la frontière de Kabala en provenance du Congo-Brazzaville. Les douaniers tentent de contrôler ses valises. Il refuse, prétextant qu'il s'agit des effets personnels de son épouse. Il poursuit son chemin. Les douaniers alertent les gendarmes qui l'arrêtent à un poste de contrôle. Ses valises sont ouvertes de force. Chacune est remplie de milliers de billets de banque. 1,190 milliard de francs CFA au total, selon la justice. Les images de l'arrestation ont depuis fait le tour des réseaux sociaux et très largement partagées. Je vous propose de regarder un extrait de la scène filmée par des gendarmes. Cassez-moi ça. Cassez. Cassez, on va fouiller. C'est devant tout le monde. C'est devant tout le monde. Voilà. Filmez. L'argent a donc été confisqué et placé au trésor public. Guizumba Dama est depuis gardé à vue. Il est entendu par des gendarmes dans le cadre d'une enquête préliminaire. Ils veulent savoir la provenance et l'utilisation prévue de ces fonds. Son parti, les démocrates, dans une courte déclaration, dit suivre attentivement cette affaire avant de se prononcer. Donc, jamais le tribunal ou la justice congolaise ne s'est autosaisie sur ces questions. Alors, c'était pour faire la transition vers l'affaire du pasteur ivoirien, ça vous dit, Wilfried Zawi, le mari, il faut appeler ça comme ça, l'époux de Sandrine Nguesso, donc une des filles de Sassou Nguesso. Bon, on nous dit qu'elle serait même beaucoup plus âgée que son amant, mais là n'est pas le problème, de 18 ans en plus. L'amour n'a pas d'âge, ça les regarde.
Et c'est ce qui me fait penser à ce que vous venez de dire tout à l'heure. Finalement, c'est des mariages qui ont d'autres intérêts derrière. C'est un peu l'évasion voilà, financière. Et donc, ce dernier, donc le pasteur, évidemment, Wilfried Zawi, a été interpellé par le pôle financier, voilà, de la Côte d'Ivoire. Je crois que maintenant, nous réalisons cette émission. Il a été déféré devant le parquet pour instruction, évidemment, de ce dossier. Je vous propose donc de suivre un extrait. C'est le procureur qui en parle, qui essaie d'expliquer. Il a tenu une conférence de presse pour expliquer comment est-ce que désormais la Côte d'Ivoire, peut-être pas maintenant, mais comme toujours, lorsqu'il y a une information comme ça, ben, c'est tout normal que le parquet s'autosaisisse. Et on revient sur le plateau tout à l'heure pour comprendre pourquoi est-ce qu'au Congo, malgré tout ce que nous découvrons même sur les réseaux sociaux, où les gens viennent montrer voilà, les sacs d'argent, des valises d'argent, le parquet de Brazzaville ne s'est jamais autosaisi. On écoute le procureur ivoirien. La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme demeure une priorité pour les autorités ivoiriennes. Le procureur de la République, près le pôle pénal économique et financier, Jean-Claude Abouya, a animé une conférence de presse autour du thème « Le blanchiment de capitaux autonome ». Cette rencontre vise à éclairer davantage l'opinion publique sur une infraction de plus en plus présente dans l'actualité judiciaire et souvent mal comprise par les populations. Le blanchiment de capitaux est une opération de lessive. Et généralement, je ne vous apprends rien, dans la vie courante, on lave et on blanchit ce qui est sale ou noir. Donc je prends cette image pour que vous compreniez comment cette infraction est née. En principe, il ne peut pas l'utiliser librement pour acheter une maison ou des biens, tout autre bien. Ça peut être des biens de luxe ou des biens ordinaires. Il ne peut pas le faire sans éveiller les soupçons des services des impôts, des institutions financières, des assujettis, de la police, de la gendarmerie, mais également des voisins. Le procureur a par ailleurs attiré l'attention sur la prolifération de vidéos montrant des individus exhibant d'importantes sommes d'argent sur les réseaux sociaux. Des comportements qui, sans constituer automatiquement une infraction, peuvent susciter des interrogations légitimes quant à l'origine des fonds. Est-ce parce que des gens ont publié des vidéos qu'on les poursuit pour des faits de blanchiment de capitaux autonomes? Non, ce n'est pas l'élément, n'est-ce pas, sur lequel le procureur s'appuie pour engager des poursuites pour des faits de blanchiment autonome. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un élément déclencheur. Parce que nous avons affaire à des infractions dites occultes. Mais si vous-même, évidemment, vous commettez la maladresse, je l'ai dit, parce qu'entre-temps, vous vous êtes oublié de l'exposer, mais du coup, bon, ça éveille des soupçons. Parce que l'argent sale menace l'économie, la gouvernance et la sécurité des États, la lutte contre le blanchiment de capitaux demeure un enjeu majeur. Un combat dans lequel la justice ivoirienne réaffirme sa détermination à ne laisser aucune place à l'impunité. Didier Mouni-Volo, vous venez là de suivre le procureur du pôle pénal économique et financier qui était devant la presse ivoirienne pour expliquer le pourquoi est-ce que la justice ivoirienne s'était autosaisie sur l'affaire du pasteur, évidemment, Wilfried Zawi. Il explique que ce n'est pas normal, que des gens, évidemment, c'est bien, c'est vos biens à vous, mais quand vous venez les exhiber sur la toile, après, il faut expliquer aux Ivoiriens la source même de vos richesses, de vos finances. Qu'en Côte d'Ivoire, une personne, fût-il pasteur, peut détenir évidemment un pack auto dont la valeur, évidemment, peut avoisiner les 700 millions, sans que ça n'éveille, n'est-ce pas, une réaction, une petite réaction des autorités qui sont chargées de lutter contre le blanchiment de capitaux. Ça va de sens. Voilà. Ça va de sens. Évidemment, si ces véhicules ont été filmés dans un autre domicile, bon, peut-être
les mois ne seraient pas plus ou moins à la proportion de ce qui a été donné de constater. Et ces personnes-là, on leur demande simplement, mais justifiez. Si c'est l'Église, bon, apportez-nous, puisque depuis 2024, et je vous rappelle que depuis 2024, il est fait obligation aux associations de tenir une comptabilité et de rendre compte de cette comptabilité. Donc maintenant, on va vérifier. Mais là, c'est parce que vous aurez mis le projecteur sur vous. En ce moment-là, toutes les règles de droit qui ont été édictées pour lutter contre le blanchiment de capitaux, pour voir l'origine des fonds qu'on reçoit, on va vous l'appliquer. Et si vous ne pouvez pas justifier, à mon niveau, il y a encore un autre niveau qu'on appelle chez le magistrat instructeur, le juge d'instruction. Vous avez la latitude donc d'apporter tous les éléments. Et justement, je pense que la personne a été mise dans cette disposition de rapporter tous les éléments, puisqu'on n'a pas appliqué contre elle la mesure donc de détention. Et je proposais cela pour revenir au Congo-Brazzaville, où nous avons aussi des images comme ça. Il y en a plein sur la toile, où vous allez vérifier. Et j'en propose deux images qui vont se suivre et on revient sur le plateau. Parcelle à Winji. Merci à mon boss. Merci à mon boss. Je prends ma parcelle à Winji. Merci patron. Mon patron masqué. Merci mon patron. Je ne dis pas le nom, hein. Sinon après c'est le destin. Je prends ma maison à Winji. C'est pour ma maison à Winji. Merci la patron. Merci mon boss. C'est pour ma maison. Il y en a trop, il y en a. Voilà, Didier Mouni-Volo, en Côte d'Ivoire, on nous fait savoir que lorsque vous balancez de telles choses sur la toile, ben, attendez-vous que la justice vous interpelle. Mais au Congo, on peut assister. Vous avez entendu le jeune qui est en train de dire là, ça c'est ma part qu'on m'a donnée, je vais aller m'attraper une parcelle à, je sais pas, à Poto-Poto, à Wenze. Et le garçon là, vous savez qui est-il? C'est un des coursiers de celui qu'on appelle, je ne sais pas si il porte toujours ce nom, le demi-dieu, hein, comme ça. Ambende Nguesso. Voilà. Le demi-dieu. Et donc, très visiblement, c'est Ambende Nguesso qui a dû lui donner ça. Bon, si ce n'est pas Ambende Nguesso, mais on sait tout de même que c'est un coursier d'Ambende Nguesso. Mais vous voyez, ce sac d'argent, c'est l'eau des billets qu'il présente. Mais et l'autre, c'est, je crois... Combien? Je sais pas, je ne sais même pas. Mais c'est la période où on avait, je crois, dévalisé la SNCS de 9 milliards de francs CFA qui avaient disparu à la SNCS, la même période. Et on voit ces jeunes-là en train de se balader avec l'argent, venir le présenter devant voilà, caméra. Et nous avons aussi l'autre image, vous avez fait attention, ça doit être le fils de Nyangambwala, qui a toute une valise avec voilà l'argent qui vient balancer. Et ils ne sont jamais interpellés. Jamais interpellés. Comment expliquer ça? Comment expliquer ça? Alors, vous dites que le procureur... Et à Sassou lui-même aussi, hein, Sassou Nguesso lui-même aussi qui se balade avec les malles d'argent. Je ne sais pas si vous l'avez suivi. Pardon, avant de réagir, on va proposer aussi cette image à notre téléspectateurs. Suivez. Voilà, Sassou Nguesso, au cours de sa campagne, je crois que c'était en 2021, se retrouve quelque part. On lui apporte, voilà, une valise pour dire les notables du département vous ont apporté 150 millions de francs CFA. En espèces 150. Donc, ils avaient 150 millions sous leur lit. Les cadres des plateaux. Des cadres de plateau, voilà. Oui, je me souviens. 150 millions en espèces, on apporte ça comme ça à un chef d'État et ces gens-là ne sont pas arrêtés. Il y a combien de fonctionnaires dans le département des plateaux? Si on enlève les salariés de la préfecture des plateaux, si on enlève quelques hôpitaux et l'éducation nationale, il y a quel monde des affaires dans les plateaux? C'est quoi l'homme d'affaires qui a implanté des entreprises dans les plateaux? Bon, bref. Vous savez, vous avez dit pourquoi le procureur du pôle financier en Côte d'Ivoire, qui voit ces images-là que tous les Congolais ont vues pratiquement, il se saisit du dossier, convoque le pasteur et, comme vous venez de le montrer, qu'est-ce qu'il dit? Quelqu'un ne peut pas
produire de telles images sur la toile et croire que ça va passer comme ça, qu'on ne va pas lui demander. Il dit même, nous on ignorait la valeur, hein, c'est le procureur du pôle financier qui dit, des véhicules d'une valeur totale d'environ 700 millions Presque de un francs milliard. CFA. Presque 1 milliard. Donc 700 millions, soit-il pasteur, mais il faut qu'il s'explique où est-ce qu'il a eu l'argent. Qu'est-ce qui va se passer après? Puisqu'il a des véhicules de cette valeur-là, ça veut dire qu'il est soumis à l'impôt sur la fortune en Côte d'Ivoire. Donc, on va taper. On va donc voir aussi sa maison. La valeur de sa maison, il est soumis à une taxe foncière. On va taxer. Mais que les Congolais comprennent, tout ça, c'est financé sur l'argent du Congo. Puisque le procureur vient de le dire, le procureur ivoirien. Ses fonctions de pasteur ne justifient pas sa richesse. Et lui-même, aux premières questions, il répond quoi? Je suis introduit dans le circuit des pierres précieuses au Congo-Brazzaville. Pierres précieuses, voilà. Alors, il en sait quoi des pierres précieuses? Oui, le Christ a dit, tu es pierre, sur la pierre, je bâtirai mon église. Mais il n'a pas parlé de... Le Christ n'a jamais dit qu'il s'agissait des pierres précieuses du Congo. Donc, ce pasteur, c'est un gangster. Pourquoi le procureur à Abidjan ou en Côte d'Ivoire se saisit et pas le nôtre? Non, monsieur Perrin. Regardez combien de fois Okongakala a pris la parole pour dire sur la toile circulent de telles images, le parquet s'auto-saisit. Okongakala fait le tri sélectif. Qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je ne prends pas? Donc, notre parquet n'est pas un parquet libre, indépendant. Parce que ces images-là, puisque le mari vous avez dit de Sandrine Nguesso. De Sandrine Nguesso est interrogé sur l'origine de sa richesse, automatiquement, sa femme qui est congolaise, puisqu'il a déclaré que je suis introduit dans le circuit de pierres précieuses au Congo, on ouvre une information judiciaire. Tout de suite. Donc, mais sachez-le, ça je le dis pour ceux qui vont arriver au pouvoir après Sassou, hein, sachez-le, même au Okongakala, en tant que procureur de la République, qui laisse passer, il commet des fautes professionnelles. Parce qu'il a été nommé procureur, il doit faire son job. Et celui qui viendra au pouvoir demain, le futur ministre de la Justice, il n'aura aucun mal d'instruire une enquête administrative et de voir si Okongakala ne devrait pas être rayé des listes des fonctionnaires du ministère de la Justice avec perte de salaire s'il est toujours en fonction à ce moment-là, ou encore perte de la pension si il est à la retraite. Sachez-le, c'est demander à n'importe quel juriste constitutionnaliste, c'est le minimum syndical. Okongakala ne peut pas choisir qu'est-ce que j'instruis, qu'est-ce que je n'instruis pas. Soit-elle la fille du président de la République. Le président n'est pas au-dessus des lois. Et ça aussi, il faut que les Congolais commencent à faire entrer ça dans leur vocabulaire. Monsieur Perrin, vous êtes journaliste, vous avez un travail pédagogique à faire entrer dans la tête des Congolais un autre dictionnaire, un autre lexique politique. La famille présidentielle n'est pas au-dessus des lois. Si nous mettons la famille présidentielle au-dessus des lois, c'est notre faute à nous. Et on ne peut pas, moi, je n'accuse pas ce pasteur. Il rendra compte à la justice ivoirienne. Mais le Congo, d'où sont partis les fonds? D'où est parti l'argent? Nous faisons quoi? Okongakala fait quoi? Mais le peuple congolais fait quoi? Je vous dis une chose. Christelle Sassou Nguesso n'est pas passé secrétaire général du PCT. Ça suppose qu'au PCT, il y a quand même des gens qui réfléchissent et qui se sont dit, tout sauf lui, fils du président soit-il, on l'a empêché. Ça suppose qu'il y a quand même... Une fois n'est pas coutume, pour une fois au moins. Oui, mais ça suppose que même au sein du PCT, il y a quand même des consciences. Il y a quand même des gens qui réfléchissent, qui se disent, là, ça ne va pas. Comment nous, on cherche l'argent pour l'éducation nationale? On cherche l'argent pour les emplois des jeunes. On cherche l'argent pour les hôpitaux. Et pour les moindres choses, on nous dit le FMI, la Banque mondiale, la BAD, la Banque africaine de développement. Et notre argent à nous se retrouve où? Se retrouve en France, se retrouve en Amérique, se retrouve en Côte d'Ivoire, se retrouve chez les femmes ou les hommes qu'ils épousent à l'étranger. On ne peut pas vivre comme ça.
Ben, c'est très dangereux d'ailleurs. Et voilà pourquoi je disais d'entrée de jeu, c'était aussi pour comprendre la nature, la vraie nature du régime qui Mais dirige le c'est une Congo, le nature, régime de c'est une Brazzaville. intention criminelle. C'est Ben une voilà. nature et une intention criminelle. Il y a pas 36 000 choses à faire, à Et les dire. Congolais devraient le savoir, ils doivent prendre conscience. Didier Moni-Volo, vous avez certainement aussi suivi l'inauguration de Franprix. Et là, j'ai vu presque tout le gouvernement présent pour l'inauguration. Bah, il faut dire supermarché, c'est ça, au Oui, Congo. supermarché. Mais ce n'est même pas hypermarché, puisque les Carrefour, Leclerc, Et apparemment, Auchan. c'est le plus grand événement depuis le début de ce nouveau mandat. Oui, oui, inaugurer une boutique. Oui, c'est le plus. Mais vous savez, c'est tout simplement honteux. C'est tout simplement honteux. En fait, il n'y a pas de vraie politique du gouvernement en termes de l'agro-industrie et de l'agroalimentaire, alors que le Congo a eu de l'agro-industrie et de l'agroalimentaire. Uilka, Mansumba, comment on appelle ça, Suco, la sucrerie. Nous, on a eu quand même de l'industrie agroalimentaire au Congo. Quand on voit ce que Coliné Makosso nous propose avec Denis Sassou Nguesso, c'est de la médiocrité à l'état pur. Alors, le problème, ce n'est pas Franprix, M. Perrin. On a besoin des supermarchés comme Franprix pour écouler les produits du Congo. Mais dans ces cas, il Oui, faut mais que là, tous ils les sont ministres. allés faire la promotion de l'importation. Parce que Quand, lorsque vous regardez Fonds-Prix, c'est quoi? C'est beaucoup plus l'importation. mais quand vous regardez chaque produit de Franprix, les bouteilles là, derrière eux, les bouteilles de jus et autres, les canettes, ça vient de quelle industrie congolaise? En fait, c'est des gens qui font ce qu'on appelle chez nous le matalana. C'est les mayotos, ça, c'est les matalana. Et d'ailleurs, quand vous suivez Coliné Makosso, vous sentez que le pouvoir a injecté beaucoup d'argent dans cette mise en scène, dans cette création. Et le jour où le pouvoir n'arrivera plus à injecter de l'argent, Franprix partira. C'est comme ça que toutes les banques ont fermé, les banques de renommée internationale ferment parce qu'il n'y a pas une vraie politique bancaire au Congo. Il n'y a pas une vraie politique agro-industrielle, agroalimentaire. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est la responsabilité du pouvoir de dire comment je nourris les 6 millions d'habitants. Et donc, soit je fais de l'importation, ça coûte cher, soit nous sommes un pays agricole, nous avons de l'eau partout, donc on peut faire de la pisciculture et de la pêche, et nous avons de l'élevage. Et donc, on travaille avec les départements, les gens qui sont dans les campagnes, de sorte qu'on met en place ainsi une logistique qui va permettre de ravitailler ces commerces-là. Ça peut être en circuit court pour tenir en compte l'environnement, ça peut être en circuit plutôt long, mais avec de la navigation, parce qu'avec la navigation, on peut transporter les plus grands tonnages. En ce moment-là, on permet aux populations du Nord qui nous fabriquent de bons mokalou d'avoir des revenus, qui nous fabriquent du bon manioc d'avoir des revenus. Ça va limiter aussi la migration intérieure, voilà, l'exode rural, comme on l'appelait. Ça permet aux populations partout au Congo de fournir leur plus-value. On nous a toujours parlé de la pomme de terre Bateke. Eh bien, ça permet aux populations des plateaux de produire leurs pommes de terre. Les milliards qu'on donne aux pasteurs, aux Makangou ivoiriens, devraient servir à financer, à soutenir dans un premier temps ces agriculteurs-là, pour le temps qu'ils deviennent indépendants, autonomes dans leur production, et avoir aussi une politique de l'alimentation scolaire, c'est-à-dire que les produits, l'État rachète une partie pour créer de la restauration collective dans les écoles, dans les lycées, à l'université. C'est toute une politique globale qui se pose au niveau de l'interministériel. Or là, vous avez votre Premier ministre qui déjà n'a pas grand-chose à faire, sauf chanter, aller prier et autres. Bon, il a trouvé un peu du travail ce jour-là, c'est aller se balader dans les rayons de Oui, mais c'est Franprix. la question Et que j'allais vous poser, la lecture que vous faites sur la présence de tous ces ministres qui ont abandonné leur poste s'ils ne sont pas et là, ils aller sont où? s'afficher Ils n'ont là-bas rien à pour faire. 30 minutes, 1 heure. Mais s'ils ne sont pas là, vous voulez qu'ils soient où? Regardez cette semaine-là, c'est inaugurer un Franprix, c'est aller au mariage de Claudia Sassou Nguesso. Sassou Nguesso et aller chanter dans leurs églises. Vous imaginez? Essayez de retracer l'occupation, ne serait-ce que mensuelle, de nos ministres. Ils ne font rien. Pour un pays qui est dans cette situation-là, qu'est-ce que les ministres font?
Si vous enlevez le conseil des ministres, les réunions de cabinet, quelques réunions avec les courtisans, faire les vidéos sur des trucs assez médiocres comme aller se promener dans le Franprix, aller danser, aller chanter. Je vous ai dit qu'il y a une dimension de la politique qui nécessite les résultats. Sassou nous a promis une agriculture en 2021. 5 ans après, quel est le bilan de l'agriculture? Là, on peut faire un bilan quantifiable. Colonel Makosso évoque les foires agricoles et autres. Est-ce que vous savez que les 3/4 de la production pourrissent sur place? Il y a des vidéos sur Internet où les agriculteurs réagissent en disant « Nous sommes venus avec nos produits, il n'y a pas d'acheteurs, tout est en train de pourrir. » Il y a eu des montagnes et des montagnes de produits agricoles, mais parce qu'il n'y a pas de vraie politique au niveau du gouvernement pour permettre aux Congolais de consommer les produits de leur agriculture, le produit de leur élevage, le produit de leur pêche. On fait le matalana que d'être dans une vraie gestion de la chose publique. Et c'est ça qui ne marche pas chez nous. C'est bien dommage. Alors, Didier Moini-Volo, nous allons donc conclure cette émission par ce dernier volet. Bon, en fait, on avait encore 2 informations à traiter. L'assassinat donc en France d'une Congolaise par, voilà, de Brazzaville, bien sûr, par son conjoint. Mais on commence d'abord par, et en quelques minutes, hein, si vous pouvez aborder les deux, bien entendu, ça nous économiserait évidemment le temps. On va commencer par Jean-François Ndengue. Vous l'avez vu dans son fauteuil, je ne sais pas s'il est au Maroc, c'est ce que j'ai cru comprendre lorsque j'ai lu l'information. Pourtant, il y a quelques 2 semaines seulement, je l'ai vu organiser un événement, je crois. Il parlait du sport, il était en train de donner des instructions, il était vigoureux, et puis bon, après, on le voit dans son fauteuil comme un peu affaibli. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Je rappelle à nos téléspectateurs que Jean-François Ndengue est ce directeur général qui était l'inamovible directeur général de la police congolaise, qui a commis des crimes à tous les niveaux, des crimes contre l'humanité, qui est d'ailleurs poursuivi dans l'affaire des disparus de Beach. Bon, c'est un euphémisme, des assassinats des jeunes au Beach de Brazzaville. Bon, officiellement, on nous parle de 353 disparus, mais c'est beaucoup plus que ça, parce qu'il y a eu des témoignages qui ont parlé de dizaines de milliers des jeunes qui avaient été assassinés. Et voilà, là, il va en retraite, on le retrouve dans un fauteuil. Bon, ça fait la une. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Mais pour moi, ça évoque déjà le pouvoir temporel sur Terre. Vous savez, Lénine, Vladimir Ilyich Ulyanov, qu'on a connu sous le nom de Lénine, disait « Tout ce qui naît mérite de périr ». Donc, rien n'est éternel. Donc, ce qui est dommage, c'est que tous ces événements ne permettent pas à ce pouvoir de faire un pas de côté, une marche en arrière, de se saisir de ces opportunités-là. Le général Ndengue est un être humain comme nous tous. On ne peut pas se réjouir de son état de santé, mais lorsqu'on prend ses états de service, vous avez évoqué les disparus du Beach, mais aussi la violence avec laquelle il a souvent géré la police par rapport aux populations. Ndengue, il faut le rappeler, pardon de vous couper comme ça, c'est quelqu'un qui s'est permis à une époque donnée d'assassiner des gens en pleine rue, en plein marché, comme est en train de faire Serge Boa, là. Ça commence avec Ndengue. Or, de tels événements, mais bien avant ça, Sassou lui-même, il a perdu des enfants dans leur milieu, il y a eu des gens qui sont morts de maladie. Tout ça ne leur fait pas prendre conscience que nous devons laisser un autre héritage à la population. En fait, cette photo ou ces vidéos du général Ndengue qui est dans un fauteuil roulant devrait nous renvoyer à la fragilité du corps physique, à la fragilité de l'humain. L'humain reste fragile. Vous l'avez dit, on ne comprend pas, à peine parti à la retraite, on l'a vu bien portant et brusquement. Mais c'est ça le corps physique. Le corps physique, vous et moi, même le médecin, s'il ne fait pas les examens médicaux, les radios, scanners, IRM et autres, il ne saura pas ce qui se passe dans notre corps. Vous savez, en France, je regarde beaucoup les débats, les émissions sur la santé. J'invite les Congolais à suivre Priorité Santé sur RFI.
tous les jours après l'appel aux auditeurs de Juan Gomez, il y a eu un débat sur les crises cardiaques. Et en France, vous avez des gens qui sortaient d'une consultation avec leur cardiologue et 1 heure après, ils faisaient un arrêt cardiaque. Mais le cardiologue expliquait bien que 5 secondes après, on ne peut pas, sauf si quelqu'un présente les signes, les symptômes. Là, on peut dire, tiens, vu comment il agit, mais sinon, on ne peut pas. Il disait, c'est comme un bouchon. Vous passez à 7 heures, il n'y a pas de bouchon. Il y a un accident à 7h05. Voilà. Et ça doit nous renvoyer. Didier Willy Volo, je ne sais pas si les gens vont vouloir, mais j'ai l'impression, parce que là, je parle quand même à un spécialiste des relations internationales et donc à un grand politique que vous êtes, mais je vous trouve un peu beaucoup trop compatissant avec Dégué. J'ai l'impression que... Non, je ne compatis pas. Est-ce que vous faites partie? Oui, je vais vous poser juste la question. Après, vous serez libre de répondre ou non. Laissez-moi poser la question. Allez-y. Est-ce que vous êtes de ceux, de la catégorie des personnes qui pensent que lorsque quelqu'un, malgré ce qu'il a eu à commettre dans sa vie, une fois, voilà, décédé, on peut tout lui pardonner, c'est-à-dire à ce moment-là... Alors, je vais vous décevoir. Je vais vous décevoir. Je suis quelqu'un de très sévère. Je déteste blanchir les tombes. Je déteste blanchir les tombes. Ndengue, même mort, devrait être jugé par contumace et condamné s'il le faut. On met une chaîne sur sa tombe comme on fait avec les soldats. Ah oui. Moi, ça, je suis partant. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est que sur le plan philosophique et sur le plan éthique, il est grand temps que Sassou Nguesso et toute sa famille et tous ses amis comprennent la fragilité humaine et que demain, ils peuvent tomber comme Ndengue et donc se retrouver dans une situation de fragilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils doivent penser aux plus fragiles au Congo et changer de braquet, changer de politique. Parce que sinon, lorsque le pouvoir tombera, même s'ils sont dans la situation de Ndengue, la main du peuple frappera avec la plus grande exigence juridique et judiciaire. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de pitié pour ceux qui ont commis des crimes humains, des crimes financiers, qui ont détruit le pays. Et évidemment, en regardant le fauteuil de Ndengue, qu'ils se rappellent leur propre fragilité à venir. C'est ce que j'ai envie de dire. Oui, mais moi, ma question qui va suivre... La rigueur est là. Didier Mwini Volo, c'est de savoir est-ce que ce n'est pas là un stratagème qu'il veut utiliser pour échapper aux poursuites, évidemment, parce que comment comprendre que ce monsieur qui était tout à fait dynamique, je vous ai rappelé, il y a 2 semaines, il a organisé un événement là sportif où il était vigoureux, tout le monde acclamait même là, Ndengue, retour, ainsi de suite. Voilà, un matin, et quand il se retrouve à l'étranger, il est dans un fauteuil roulant. Est-ce que ce n'est pas pour échapper à la justice? Je n'en sais rien. On peut l'arrêter. Je n'en sais rien, mais peut-être qu'il a fait un AVC. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ces gens venaient se soigner en France. Tous vont se soigner maintenant au Maroc. Je vous posais cette question parce que c'est le constat que j'ai fait, surtout avec les Congolais que nous sommes, c'est que quelqu'un a été criminel, mais notoire, criminel, on l'a vu à l'action. Une fois qu'il décède, c'est tout le monde qui s'apitoie, qui commence que Dieu ait son âme, quelle âme? L'âme doit répondre à ce qu'il a eu à faire. Ça ne sert à rien de jouer à ce petit jeu. Merci, Didier Mwini Volo. Moi, je pense aux victimes surtout, parce que les victimes doivent être réparées, et même si Ndengue meurt, même si Denis Sassou Nguesso meurt, pour réparer les victimes, mais les victimes ne seraient que ceux qui ont perdu leur maison à Yoro, rien que ces victimes-là, demain, celui qui arrivera au pouvoir, il faut les réparer. Et donc, condamner Sassou, condamner le fils de Tister, condamner tous ceux qui ont participé à ça, même s'ils sont morts, et confisquer leurs tombes, de sorte que les tombes seront scellées la durée de leur condamnation. Bien voilà, c'est une logique, ça ne sert à rien parce que je sais qu'il y a d'autres qui n'apprécient pas ce genre de discours, mais c'est la réalité. Lorsqu'on est criminel, on est criminel, on doit répondre... je suis du côté des populations qui souffrent. Même voir des petits-enfants qui quittent l'école, qui rentrent chez eux et qui trouvent leur maison cassée, la maison n'existe plus. Personne n'imagine le traumatisme de ces enfants-là. Personne n'imagine le traumatisme de ces enfants. Rappelez-vous de la vidéo de Pierre Ngolo en 2016. Pierre Ngolo qui dit, si on ne maîtrise pas le sujet, on n'ira pas au vote. Si on ne peut pas gagner, on n'ira pas à l'élection présidentielle, parce qu'on connaît la misère quand on a quitté le pouvoir. Ngolo parle de la misère quand ils ont quitté le pouvoir. Ils habitaient à Paris 16e, le quartier des riches. Mais combien de fois les petits-enfants
qui rentrent de l'école, qui trouvent que leur maison n'existe plus. Vous imaginez? Oui, mais ça veut dire que, en fait, lui, il pense que ne pas quitter le pouvoir et ne plus avoir des milliards, c'est déjà en soi un gros problème pour lui et les Sassou. Mais les populations de Yoro, les populations d'Mpila qui ont perdu les maisons lors des explosifs de 2012, qui dorment dehors, non, ça, c'est pas un problème. Mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, ces gens-là? Oui, mais ça veut dire, Didier Mouni-Volo, ça veut dire que ces gens-là ne peuvent pas vivre sans pouvoir. Ils ne partiront jamais. C'est ce que ça veut dire. Ils finiront par partir. Et nous allons si les Congolais mettre dans la tête des Congolais un nouveau vocabulaire en politique, qu'ils comprennent qu'il faut chasser ce pouvoir. Ils ne peuvent pas rester là. Ce n'est pas leur richesse, c'est la richesse des Congolais. Bien, voilà, mais je crois que les Congolais ont bien compris le message. Je vous laisse donc conclure avec, disons, par cette information de l'assassinat en France d'une Congolaise de Brazzaville par son conjoint, et ça sera la fin de cette émission. Alors, déjà, je voudrais présenter mes condoléances à la famille de cette jeune dame, Madame Vicente, qui a été sauvagement assassinée par son conjoint. Je voudrais profiter de votre chaîne qui est beaucoup suivie pour m'adresser aux Congolais, notamment les Congolais qui sont au Congo, tout comme les Congolais de la diaspora. La vie humaine n'a pas de prix. Aucune relation amoureuse ne peut justifier qu'on puisse ôter la vie de quelqu'un. Vous savez, je l'ai déjà dit, des fois, aimer, c'est accepter de partir. Aimer, c'est aussi protéger les enfants. Aimer, c'est accepter la rupture. Et nous, les Congolais, en grande majorité, nous sommes des chrétiens, catholiques ou protestants ou évangélistes, mais nous sommes des chrétiens. Le Christ a tant aimé le monde qu'il est parti. Il n'est pas resté. Il ne faut pas s'arc-bouter en disant « je reste ». Combien de femmes sont mortes parce qu'elles voulaient rester pour sauver les enfants? Et je vais m'adresser particulièrement... C'est quoi la petite histoire, pardon, Didier Mouni-Volo, pour que les téléspectateurs aussi comprennent? C'est quoi la petite histoire? Alors, il y a eu des problèmes dans le couple et au final, le couple était en instance de divorce. Madame Vicente avait déjà commencé les démarches, donc elle était presque vers la fin. Et ce soir-là, on ne sait pas trop, la justice le dira, hein, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Elle a reçu plus de 26 coups de couteau avec un homme qui voulait fuir en Angleterre, mais au final, il a été rattrapé aux environs de la gare de Blois par les gendarmes. Moi, je voudrais quand même dire aux Congolais, surtout aux Congolaises de la diaspora, qu'en France, la protection des femmes face aux violences conjugales a beaucoup évolué. Vous avez une première référence d'administration que vous connaissez toutes, que vous connaissez tous, c'est la mairie. En fait, M. Perrin, la mairie, c'est la représentation de tout l'État dans la communauté, dans le local. Tous ceux qui ont des situations familiales, n'hésitez pas, adressez-vous à votre mairie, la mairie que vous connaissez tous, tout le monde connaît sa mairie. N'hésitez pas, demandez à rencontrer une assistante sociale à la mairie. Ça peut être une assistante de la circonscription de la vie sociale ou une assistante de la circonscription communale d'action sociale. Et la mairie mettra tout en place pour vous protéger, et vous et vos enfants. Quant aux hommes, les hommes que nous sommes, la violence faite aux femmes ne résout aucun de nos problèmes. Aucun. L'homme peut faire le choix d'aller dormir chez des amis en disant, bon, écoute, on se prend la tête, je veux me calmer chez des amis. Et si on pense que ça ne va pas, bah, écoutez, c'est pas glorieux, c'est pas toujours évident, mais il faut se séparer et puis protéger les enfants, parce que là, on se retrouve dans une situation où la mère n'est plus là et le père est en détention provisoire et les enfants sont confiés à un organisme spécialisé du département qu'on appelle l'aide sociale à l'enfance. L'aide sociale à l'enfance a les moyens de prendre en charge les enfants, mais ce n'est pas toujours la meilleure solution, parce que derrière tout ça, il y a quand même un traumatisme que les enfants peuvent garder. Donc, le message que je peux donner à mes compatriotes du Congo, de la République du Congo, faisons très, très, très attention, faisons très, très attention à la violence et surtout, protégeons-nous les uns les autres.
il faut partir quand on voit que ce n'est plus possible. Et surtout, il faut protéger les enfants et ne pas les priver de l'un de leurs parents et notamment de leur mère. Cette situation est vraiment terrible, c'est vraiment dramatique et j'espère que les enfants vont s'en sortir quant au père des enfants, mais j'espère que la justice fera son travail. Mais je peux vous assurer que je vis en France et dans les milieux congolais en France, on est tous bouleversés, on est tous secoués par cette actualité et on ne comprend pas. Et j'apprécie franchement tous les Congolais, toutes les Congolaises qui ont dit les mêmes choses que moi en disant, mais en France, il y a même un numéro que les femmes peuvent avoir dans leur téléphone et même des téléphones spécialisés, des téléphones spéciaux qu'elles peuvent avoir. Il suffit d'appuyer un bouton, tout de suite la police est informée que ça ne va pas, il faut agir rapidement. Ça fait partie des choses pour protéger les populations, tout comme l'alerte enlèvement. Moi, je me souviens quand Rachida Dati a mis en place ce dispositif alerte enlèvement, il y a eu des critiques et autres, mais depuis que ce dispositif est en place, lorsqu'on l'utilise, on a retrouvé l'enfant et je crois qu'on l'a retrouvé vivant. Donc, c'est des dispositifs qui existent. N'hésitez pas à vous adresser à la mairie. Dès qu'il y a des petits conflits dans le couple, franchement, demandez à la mairie les renseignements nécessaires. La mairie vous le dira. Ne pas hésiter de faire appel à la police. Bon, souvent, les immigrés ont l'habitude de décrier la police, mais la police, comme la gendarmerie, reste encore aujourd'hui des solutions pour protéger les familles. La famille est un lieu de structuration de la conscience de l'individu. La famille est un lieu c'est le socle de la société, mais attention, la famille, c'est aussi un lieu de destruction de l'individu. Et les crimes, comme avec Vicente, le démontrent. Donc, faisons attention, prenons soin les uns les autres, et quand ça ne va pas, demandons du soutien, et si ça va trop loin, oui, il faut vraiment arrêter. Et puis, ne pas hésiter de dire, tiens, là, je préfère partir et me faire accompagner par des gens pour venir chercher mes affaires que de venir les chercher seul. Il y a eu aussi des femmes tuées comme ça parce qu'elles revenaient prendre seules les affaires et puis l'homme lui est tombé dessus. Mais en tout cas, j'espère que pour la famille, on saura surmonter cette douleur. Merci Didier Mouili Volo d'avoir répondu à nos questions, mais surtout d'avoir été disponible, de nous avoir accordé tout ce temps. Merci à vous. Avec nous encore sur R7, mesdames, messieurs. C'est la fin de cette émission. On se retrouve très prochainement. Merci.